On n'oublie pas le bruit de la trahison. Il ne vient pas comme le tonnerre ou des cloches d'alarme. Il arrive, vif, soudain, comme le bruit du verre qui se brise à l'intérieur de votre poitrine. Ce jour-là a commencé comme n'importe quel autre. J'étais dans la cuisine, écoutant distraitement la radio, touillant mon café avec une cuillère tandis que la lumière du soleil matinal inondait la pièce par la fenêtre. Je venais de rentrer du magasin avec du pain frais et du lait d'amande, le préféré de Tessa, et je fredonnais un vieil air sans y penser. La vie était ordinaire, simple, puis d'un seul coup, elle ne l'était plus. J'ai entendu la porte s'ouvrir et j'ai supposé que c'était la sœur de Tess qui passait à nouveau à l'improviste, comme elle le faisait toujours. Alina, elle avait une façon d'entrer chez nous comme si elle payait le loyer. La plupart du temps, elle me regardait à peine dans les yeux, ce qui ne me dérangeait pas. Je la tolérais pour ma femme. Mais ce matin-là, elle est entrée avec une énergie différente. Bizarre, nerveuse, les yeux écarquillés, et derrière elle se tenait Tessa, son visage déjà crispé par la tension comme si on venait de lui annoncer la mort de quelqu'un. Je me suis retourné lentement, la tasse de café encore chaude dans ma main, prêt à dire bonjour, mais je n'en ai pas eu l'occasion. Adrienne m'a mise enceinte. 7 mots. Simplement comme ça. La voix d'Alina s'est brisée en le disant, et elle a même ajouté un tremblement à sa lèvre comme dans une pièce de théâtre mal répétée. Et je suis resté là, figé. L'air est devenu immobile. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Je n'ai pas répondu, non pas parce que j'étais coupable, mais parce que mon cerveau refusait d'enregistrer que cela se passait dans la vraie vie. Quelle sorte de blague était-ce? Mais Tessa ne m'a rien demandé. N'a pas cherché la vérité dans mes yeux. Elle n'a même pas scié. Son visage se tordit de pur dégoût et sans hésitation, clac. Sa paume a heurté ma joue si violemment que ma tête a basculé sur le côté et la tasse dans ma main a glissé, se brisant sur le carrelage. Je n'ai même pas levé la main pour toucher mon visage. J'étais trop abasourdi. Non pas parce que ça faisait mal, mais parce qu'en une seconde, la femme avec qui j'avais bâti une vie, partagé des secrets, murmuré dans le noir, s'était transformée en une inconnue avec le feu dans les yeux et le poison dans la bouche. Tessa, ai-je croassé, retrouvant enfin ma voix. Mais qu'est-ce que tu, mais avant que je puisse finir, ses frères ont fait irruption comme s'ils avaient attendu dehors, les manches retroussées. Jared et Marco, bâtis comme des linebackers, avaient toujours quelque chose à prouver. Ils n'ont pas posé de questions non plus. Ils m'ont juste attrapé, un par chaque bras, et m'ont traîné à travers la maison comme si j'étais un chien errant qui laissait des traces de boue sur des tapis blancs. J'étais toujours pieds nus, portant encore mon vieux t-shirt, essayant toujours de comprendre ce qui venait de se passer. Lâchez-moi, ai-je marmonné, mais c'est sorti trop doucement, trop confus. De toute façon, il n'écoutait pas. Une fois dehors, Jared m'a donné un coup de poing dans l'estomac sans avertissement. Marco m'a poussé contre la clôture si fort que j'ai vu des étoiles. Je ne me suis pas défendu. Je ne sais pas pourquoi. J'aurais peut-être dû. J'aurais peut-être dû crier, les traiter de menteurs, donner mes propres coups de poing, mais je ne l'ai pas fait. Les voisins jetaient des coups d'œil par les fenêtres. Quelqu'un de l'autre côté de la rue a commencé à filmer. J'ai aperçu le reflet d'un appareil photo de téléphone juste au moment où Jared crachait à mes pieds et criait « Sale taré ». Ma vision s'est brouillée, non pas de douleur, mais de honte. Le genre de honte qui ne m'appartenait pas, mais qu'on m'avait enfoncé dans la gorge malgré tout. Ils m'ont laissé là, meurtri, humilié, seul. Et Tessa, elle ne m'a pas suivi dehors. Elle n'a pas vérifié si je pouvais encore tenir debout. Elle est juste restée dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, son alliance toujours à son doigt comme si elle signifiait encore quelque chose. Son expression était un mélange de douleur et de certitude, comme si elle m'avait déjà enterré dans son esprit. J'ai boité jusqu'au bord de la rue. Mon téléphone vibrait sans cesse. Des messages de gens à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Des appels auxquels je n'ai pas répondu. Je ne savais pas ce que j'étais censé dire. Salut, c'est drôle. La sœur de ma femme m'accuse de quelque chose d'ignoble. Et apparemment, j'ai déjà été jugé, condamné et sentencié avant que je puisse demander ce qui se passait. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai fait un sac. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai pas essayé d'expliquer. À quoi bon? Il ne voulait pas la vérité. Il voulait un méchant, quelqu'un à blâmer, un homme sur qui il pouvait jeter des pierres et se sentir juste en le faisant. On passe sa vie à construire un foyer,
en pensant que l'amour signifie la sécurité. Mais la vérité, c'est que les gens se retourneront contre vous dès que ce sera plus facile que de poser des questions difficiles. J'ai regardé la tasse brisée sur le sol, puis mes mains tremblantes. Il y avait du sang sur mes doigts, à cause de la céramique cassée ou des coups de poing. Je ne pouvais pas dire. Ça n'avait pas d'importance. J'ai pris une douche. J'ai enroulé une serviette autour de mes côtes. J'ai écrit une seule ligne sur le miroir de la salle de bain avec du savon, tu n'as même pas demandé. Puis je suis parti. Pas de cris, pas de grande sortie, juste un homme avec une mâchoire meurtrie et un cœur vide qui quittait la vie qu'il croyait réelle. Je ne savais même pas où j'allais. Je savais juste que je ne pouvais pas rester. Ce qui est drôle, c'est qu'on pense toujours qu'on remarquera le moment exact où notre vie s'effondre. Comme s'il y avait des sirènes ou une alarme interne profonde, mais tout ce qu'il a fallu, c'est un mensonge et une gifle. Et cette gifle, elle n'a pas seulement frappé mon visage. Elle a tué une partie de moi que je ne retrouverai jamais. On dit que la vérité vous libérera, mais seulement si quelqu'un reste assez longtemps pour l'entendre. 2 jours après mon départ, j'ai consulté mes emails dans une petite bibliothèque publique à la périphérie de la ville. Rien de spécial, juste pour accéder à mes comptes, annuler des abonnements, mettre à jour des mots de passe. Mais j'ai alors vu l'objet du message, avis de mise à pied administrative. Ça venait de mon entreprise. Assis sur cette chaise en bois rigide, ma capuche rabattue sur la tête, j'ai lu le message 3 fois. Les mots ne changeaient pas. Compte tenu des graves allégations qui circulent en ligne, le conseil d'administration a décidé qu'il était dans le meilleur intérêt de l'entreprise d'engager un processus de séparation en attendant une enquête formelle. Quelles allégations? Je n'avais rien posté. Je n'avais parlé à personne, à l'exception du commis de la station-service et du propriétaire d'un motel qui ne se souciait que de savoir si ma carte passait. Mais la rumeur avait pris de l'ampleur. Je me suis connecté aux réseaux sociaux, chose que j'utilisais rarement, et c'était là, un fil de discussion. Pas de nom, mais assez de miettes de pain pour quiconque nous connaissait. Homme marié, belle-sœur, scandale, grossesse, trahison, justice, des publications parsemées d'accusations vagues, de citations sorties de leur contexte et, bien sûr, de gens offrant leurs opinions comme s'ils étaient des témoins oculaires. Des hommes comme ça, il y en a partout. Ils méritent de pourrir. Pourquoi ne croit-on pas plus les femmes? Une ordure. Juste une ordure. C'était comme assister à mon propre enterrement, un enterrement organisé sur Internet où la foule jette des pierres au lieu de fleurs. Le 3e jour, mon propriétaire m'a envoyé un texto, « Salut mec, désolé, c'est juste les affaires, mais les autres locataires sont inquiets. Je vais avoir besoin que vous libériez les lieux d'ici la fin de la semaine. » J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment avant de taper, pas de problème. Je serai parti aujourd'hui. Et je suis parti. Je n'ai pas discuté, pas supplié, pas demandé de temps pour m'expliquer, parce que j'avais compris quelque chose. Maintenant, quand on vous accuse de quelque chose, surtout en tant qu'homme, surtout de quelque chose d'ignoble, la vérité n'a pas d'importance. Pas tout de suite. Les gens choisissent un camp, et la plupart choisissent celui qui leur permet de se sentir bien dans leur peau. Vous seriez étonné de la vitesse à laquelle une personne devient invisible. Il y avait une boulangerie en bas de la rue où j'allais tous les matins. La propriétaire, une adorable vieille dame nommée Madame Ingram, me tendait mon café avec un sourire et disait, de retour au travail, Un matin, je suis entré comme d'habitude, pour la voir se figer en plein service. Elle m'a regardé, puis a baissé les yeux sur le comptoir, et a marmonné, nous sommes fermés aujourd'hui. Il y avait 3 personnes assises derrière moi. Une femme à la table du coin a chuchoté, c'est lui. Je suis sorti sans dire un mot. Au 5e jour, mon téléphone était pratiquement inutile. Tessa m'avait bloqué. Sa mère, Héloïse, aussi, ainsi que tous les amis que nous invitions pour des soirées vin et des anniversaires. Même des gens que je connaissais à peine, des amis d'amis, avaient soudainement disparu de mes contacts. C'était comme s'ils avaient peur que la rumeur ne déteigne sur eux par simple association. J'avais une fois aidé Héloïse à déplacer tout un salon de jardin dans son arrière-cour pendant une vague de chaleur. Elle m'avait appelé, l'homme le plus fiable de la famille. Maintenant, elle commentait sur Facebook sous une publication sur la trahison par le sang, en disant, certains hommes sont des loups déguisés en membres de la famille. Des loups. Je n'étais même plus humain. J'avais gardé le silence après la gifle, après les coups, après la honte.
Mais lire ça, ça a brisé quelque chose de petit et de définitif en moi. Je voulais crier, me battre, poster des captures d'écran, des textos, des messages vocaux, n'importe quoi pour me défendre. Mais je n'avais rien, car il n'y avait rien à prouver. Pas de rencontre secrète, pas de flirt, pas de preuve, car ce dont il m'accusait n'était jamais arrivé. Mais la preuve n'était pas nécessaire. Pas quand le mensonge était plus excitant. Un ami de l'université m'a appelé ce soir-là. C'était l'un des rares qui ne m'avait pas encore tourné le dos. « Salut mec », dit-il prudemment. « Écoute, je ne veux pas être indiscret. Mais est-ce que tu as vraiment ?» J'ai raccroché avant qu'il ait fini, parce que si quelqu'un qui me connaissait depuis 10 ans devait poser la question, alors je ne voulais plus lui parler. Je me suis enregistré dans un motel bon marché à la périphérie de la ville et j'ai fixé le plafond taché pendant des heures, mon esprit tournant comme un ventilateur cassé. Comment une seule phrase pouvait-elle ruiner toute la vie d'un homme? J'ai pensé au moment que j'avais donné si librement. Arriver en avance aux événements familiaux, monter des meubles pour le cousin de Tessa quand il a déménagé, aider une fois Alina à installer une étagère pendant qu'elle faisait défiler son téléphone en me disant que j'avais raté une vis. Maintenant, j'étais un fantôme dans la mémoire de tout le monde. Une version cauchemardesque de moi-même qu'il pouvait détester et oublier sans culpabilité. Il n'y avait pas de date d'audience, pas de procès, pas de rapport, juste une histoire. Et une fois qu'elle avait pris racine, elle n'avait pas besoin de soleil, juste de chuchotement. Il ne s'agissait pas de justice. Il s'agissait de jugement, de performance morale, de donner l'impression de croire les femmes plus que de faire le travail de découvrir ce qui était vrai. Et Alina, elle jouait bien son rôle. J'ai appris par un ami d'amis qu'elle recevait des cadeaux de sympathie, des gens qui prenaient de ses nouvelles, la qualifiant de courageuse. Sa biographie sur les réseaux sociaux disait même « survivante.cœur.brisé ». J'avais envie de vomir. Tessa ne m'a même pas envoyé de texto. Pas une seule fois. J'ai vérifié mon compte en banque et j'ai réalisé que je ne pouvais pas me permettre de rester où j'étais beaucoup plus longtemps. Mon indemnité de départ de l'entreprise était gelée. Et il y avait des rumeurs sur de possibles poursuites judiciaires. Pourquoi? Je ne savais même pas. Et c'est là que la peur m'a finalement frappé. Pas la peur d'être détesté, mais la peur d'être oublié, de n'être personne, un nom qui ne signifiait rien d'autre que la honte. Je me suis regardé dans le miroir cette nuit-là et j'ai à peine reconnu l'homme qui me fixait. Ma barbe était devenue inégale. Mes yeux étaient ternes. J'avais l'air coupable. Et cela m'a terrifié, car si je me voyais comme ça, à quoi ressemblais-je pour le monde? On pense que le fond du gouffre arrive d'un coup. Ce n'est pas le cas. Il vient lentement, couche par couche, jusqu'à ce qu'on réalise que personne ne viendra vous sauver. Et si vous voulez survivre, vous devrez devenir quelqu'un d'autre entièrement. J'ai fait un petit sac, vendu le reste, et j'ai acheté un billet aller simple. Sans adresse de réexpédition. Sans destination qui ait du sens. Juste loin, loin du mensonge, de la gifle, des gens qui l'ont laissé se propager comme un incendie pendant que je me tenais au milieu, en train de brûler. Quand on atteint le point où même son nom semble être un fardeau, il est temps de le laisser partir. Ce matin-là, je suis entré dans une petite agence de voyage nichée entre une laverie et un prêteur sur gage, le genre d'endroit que la plupart des gens ignorent. La cloche au-dessus de la porte a tinté comme si elle n'avait pas été touchée depuis des années. Une jeune femme derrière le comptoir a levé les yeux de ses mots croisés et a demandé « Pour où ?» J'ai hésité. « N'importe où, sauf ici », ai-je dit doucement. Elle a ri comme si je plaisantais, mais ce n'était pas le cas. Je me fichais de l'endroit où je finirais. J'avais juste besoin d'un billet, d'une direction et d'une chance de disparaître. À la fin de la journée, j'étais assis dans un bus en direction d'une ville que je ne pouvais pas prononcer, avec un faux nom et un sac de sport contenant tout ce qu'il me restait. 2 tenues de rechange, une paire de bottes, mon vieil ordinateur portable et un carnet en cuir marron rempli de croquis, d'entrées de journal et de rappels de l'homme que j'étais. Le trajet fut long et silencieux. J'étais assis près de l'arrière, regardant les paysages changer. Les bâtiments de la ville laissant place à des champs arides, puis à des forêts, puis à une côte qui s'étendait comme si elle n'avait pas de fin. Quelque part en chemin, j'ai arrêté de compter les heures. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas beaucoup mangé. J'ai juste regardé et pensé. C'est étrange, le genre de silence qui s'installe après que votre vie a explosé. Ce n'est pas la paix. Pas au début.
C'est plus comme un brouillard engourdissant. L'absence de bruit qui laisse la place à la culpabilité et à la confusion pour résonner plus fort. Je n'arrêtais pas de rejouer la scène dans ma tête. La gifle, le mensonge, la façon dont tout le monde s'est détourné si vite, comme s'ils attendaient une raison de me détester. Je me suis demandé s'il y avait quelque chose en moi qu'ils avaient tous vu bien avant moi. Étais-je trop silencieux, trop serviable, trop facile à oublier? Cette dernière pensée persistait plus que les autres. Facile à oublier. Quand je suis arrivé à destination, le brouillard extérieur s'était épaissi, et le bus était l'un des deux seuls véhicules sur une route côtière étroite. Le chauffeur s'est arrêté sur un parking en gravier et a dit « Dernier arrêt ». Ça m'allait. L'endroit était petit, isolé, sans pylône de téléphonie mobile, juste des bâtiments en bois qui semblaient ne pas avoir été peints depuis les années 80, un port avec de vieux bateaux amarrés comme des chiens endormis, et une auberge qui faisait aussi office de restaurant. J'ai traversé la ville, le sac de sport sur l'épaule, en essayant de ne pas attirer l'attention. Un homme avec une cigarette pendue aux lèvres était assis sur un porche, réparant un filet. Il m'a regardé passer et a hoché la tête. J'ai hoché la tête en retour. J'ai demandé à l'aubergiste s'il louait des chambres à la semaine. Elle m'a regardé de haut en bas et a dit « Espèce seulement ». Je l'ai payé pour les 2 premières semaines et lui ai demandé si elle connaissait quelqu'un qui cherchait de l'aide. Ça dépend de quel genre d'aide, dit-elle. N'importe quoi qui me garde en mouvement, ai-je répondu. Elle a pointé du doigt de l'autre côté du port. Essayez le quai. Un vieil homme nommé Ben engage des gens pour nettoyer son matériel. Ben n'a pas posé de questions, il m'a juste tendu des gants et a désigné une pile de filets de pêche qui sentait la pourriture et le sel. Je me suis mis au travail et pour la première fois depuis des semaines, personne n'a chuchoté, personne ne m'a dévisagé, personne n'a jugé. J'étais juste un homme avec des gants et une tâche à accomplir. J'ai travaillé jusqu'à ce que mon dos me crie dessus et que mes mains soient à vif. Puis je suis retourné dans ma chambre, je me suis effondré sur le matelas fin et j'ai fixé le plafond jusqu'à ce que le sommeil m'emporte. C'était ma nouvelle routine. Se réveiller, travailler, dormir. Pas d'internet, pas de titre, pas de mise à jour, juste du brouillard, du sel, de la sueur et du silence. Et pendant un certain temps, c'était suffisant. Je n'ai dit mon vrai nom à personne. Je me faisais appeler Miles. C'était plus propre, plus simple, détaché. Je n'ai pas parlé de mon passé, et personne n'a demandé. Certains soirs, je marchais le long du rivage, respirant l'air froid et laissant le vent engourdir mon visage. D'autres soirs, j'écrivais dans mon carnet, pas des entrées complètes, juste des fragments. Une pensée, une phrase, un seul mot. Parfois, je ne voulais pas me souvenir. Je voulais reconstruire. En ville, les gens ont commencé à me reconnaître. Pas de la même manière qu'avant. Pas de pitié, pas de chuchotement, juste de simples salutations. Bonjour, Miles. Tu travailles sur le quai ouest aujourd'hui? Tu prends ton café avec du sucre ou de la crème? Ils ne voulaient pas mon histoire, juste ma présence. Et c'était nouveau. Plus je restais dans mon coin, plus je trouvais d'espace dans ma propre tête. J'ai commencé à courir tous les matins. D'abord quelques minutes, puis une demi-heure, puis 8 kilomètres d'affilée. La douleur était bonne. Elle avait un sens. Mes poumons brûlaient, mes jambes tremblaient, mais c'était une douleur que je choisissais. Une lutte avec un but. Après quelques mois, j'ai commencé à réparer des choses cassées en ville, des gouttières, des abris, des bateaux. Une femme nommée June m'a demandé si je pouvais l'aider à mettre à jour le site web de son entreprise. Je lui ai dit que je n'étais pas un expert en technologie, mais elle a insisté. J'ai emprunté un ordinateur portable à la bibliothèque, regardé des tutoriels, lu des forums et j'ai trouvé la solution. Puis un autre commerçant a demandé de l'aide, puis un autre. Je ne l'ai pas réalisé à l'époque, mais quelque chose avait changé. J'étais toujours invisible, mais cette fois par choix. Je n'étais plus Adrien, l'accusé. J'étais Miles, l'homme aux outils et au temps, sans passer à traîner derrière lui. Un soir, je me tenais sur le quai après le travail, regardant les bateaux se balancer sous un ciel d'un bleu profond. Les étoiles commençaient à peine à apparaître et l'eau les reflétait comme un miroir secret. J'ai pensé à Tessa, à son visage quand elle a cru le pire de moi sans hésitation. Je me suis demandé si je lui manquais, si elle regrettait. Mais j'ai chassé cette pensée, car elle n'avait plus d'importance.
Ce qui importait, c'était ce moment, cette quiétude, cette nouvelle version de moi qui se construisait lentement à partir des décombres de ce que j'étais. Pas de titre, pas de discussion de groupe, pas de gifles, pas de cris, juste du brouillard, du sel, du silence et le processus lent et délibéré de devenir quelqu'un que personne ne pourrait effacer. Le nom de Miles n'était plus seulement un déguisement. Il était devenu tout autre chose. Pas une couverture, mais un commencement. Je ne l'ai pas choisi pour une raison profonde au début. C'était juste le nom imprimé au dos d'une vieille chemise de travail que j'ai trouvée dans un bac de dons près de la jetée. Lettres délavées, coton bleu. Quelqu'un l'avait cousu là bien avant moi. Et quand les gens de la ville ont commencé à m'appeler ainsi, je ne les ai jamais corrigés. C'est drôle comme l'identité peut naître de bribes. À la fin de ma première année dans cette ville portuaire enveloppée de brouillard, je ne survivais plus seulement. Je vivais à nouveau, lentement, prudemment. Ben, le vieux pêcheur grincheux qui m'avait donné du travail pour la première fois, a eu une attaque cet hiver-là. Sa fille, Clara, est revenue pour l'aider à se rétablir. Elle était dure, pragmatique et ne souriait pas beaucoup, ce qui m'allait très bien. Un soir, alors que nous fermions la remise à filet, elle a dit « Tu es bon avec les chiffres, non ?» J'ai haussé les épaules. Passable. Elle a jeté un carnet taché de sel sur la table. Essaie de donner un sens à ça. L'inventaire de Ben était un désordre. Moitié manuscrit, moitié mémorisé. J'ai veillé cette nuit-là, retravaillant ses livres, organisant les reçus et triant les permis de pêche qui avaient expiré. Le lendemain matin, j'ai remis à Clara une feuille de calcul soignée et un simple grand livre numérique. Ses yeux se sont écarquillés. « Tu as fait ça en une nuit. » J'ai hoché la tête. Elle a fixé l'écran. « Tu as déjà pensé à faire plus que de simples filets à récurer ?» La vérité, c'est que je l'avais fait. Discrètement, secrètement, dans l'ombre des nuits où je ne dormais pas. Le codage avait toujours été un de mes centres d'intérêt, mais je n'avais jamais eu besoin de m'y fier à l'époque. Dans ma vie passée, j'étais trop occupé à être le mari fiable, le gendre qui réparait les gouttières, l'employé qui faisait tourner les choses sans jamais lever la main. Mais ici, j'avais le temps. Le temps de construire quelque chose qui était à moi. Cette nuit-là, j'ai enregistré un domaine, amrevestec.com. Pas mon vrai nom, pas entièrement, juste assez pour honorer les initiales que j'avais laissées derrière moi et l'homme que j'essayais de devenir. J'ai commencé modestement, en créant des sites web pour les entreprises locales. Le fleuriste, un café, une société de location de bateaux. Les clients ne voyaient pas mon visage. Ils ne posaient pas de questions. Ils aimaient simplement les résultats. Alors que l'argent commençait à rentrer, j'ai loué un petit atelier près de la périphérie de la ville, un atelier avec de vieux planchers et des fenêtres poussiéreuses. J'ai acheté un ordinateur d'occasion, un bureau pliant, une bouilloire et un radiateur soufflant. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à moi. Chaque vis que je tournais dans le mur me rappelait que j'étais toujours là, toujours capable, toujours en train de construire. D'une manière ou d'une autre, sans l'avoir prévu, je suis devenu le technicien non officiel de toute la bande côtière. Le mot s'est répandu. Un homme de 2 villes plus loin s'est présenté un jour, ayant besoin d'aide pour lancer une boutique en ligne pour ses meubles faits à la main. Un enseignant à la retraite voulait créer un blog. Une jeune mère voulait créer un site de recettes. Je n'ai jamais dit non. Je facturais un prix juste, pas bon marché. Les gens payaient à temps. Ils m'apportaient du café, du pain, des histoires, et ils ne demandaient jamais « D'où venez-vous » Je ne sais pas s'ils étaient polis ou s'ils avaient simplement accepté que j'étais l'un d'entre eux maintenant. L'entreprise a grandi tranquillement. J'ai même parrainé une petite course locale et imprimé, AMRevestec, au dos des dossards des participants. Un jour, je me suis retrouvé debout à l'avant d'une réunion du conseil municipal, leur montrant un nouveau système numérique que j'avais conçu pour aider à suivre les réparations publiques. Moi, Adrien Miles, autrefois effacé, maintenant applaudi dans une salle pleine d'étrangers qui ne savaient rien du scandale qui m'avait autrefois enterré vivant. J'ai quitté cette réunion et j'ai marché jusqu'au bord du port, juste au moment où le soleil plongeait derrière les falaises. L'eau brillait comme de l'or fondu. J'ai enlevé mes chaussures et je me suis tenu sur le sable, laissant la marée toucher mes orteils. Et j'ai pleuré, non pas de tristesse, mais d'incrédulité, parce que j'avais fait ce que je pensais d'impossible. J'avais construit une version de moi-même que personne ne pouvait accuser, déformer ou détruire. Un homme sans passé,
juste un présent qu'il était enfin autorisé à posséder. Mais à chaque pas en avant venait un murmure du passé. Parfois, je rêve de ce jour-là. La gifle, le regard sur le visage de Tess, la façon dont ses frères m'ont traîné dehors comme un déchet. Je me réveillais en sueur, le cœur battant, m'attendant à moitié à trouver un avis sous ma porte ou une foule dehors avec des torches et faites de souvenirs. Mais personne n'est venu. La vérité, c'est que les gens ne chassent pas les fantômes. Et c'est ce que j'étais devenu, par choix. Pourtant, je gardais mes secrets près de moi. Le carnet que j'utilisais autrefois pour griffonner ma douleur était devenu autre chose. Maintenant, il contenait des plans, des maquettes, des listes de contrôle, et à l'intérieur de sa couverture arrière, collée avec du ruban adhésif noir vieillissant, se trouvait une minuscule clé USB, que je portais partout. Elle contenait l'enregistrement que j'avais reçu 6 mois après ma disparition, transmis par une connaissance commune qui ne connaissait pas le poids de ce qu'elle transmettait. La voix d'Alina, riant, se moquant, avouant. Je leur ai dit qu'il l'avait fait parce que je détestais à quel point il le trouvait parfait. Il me regardait comme si j'étais rien. Alors, j'ai fait de lui rien. Je l'avais écouté exactement une fois. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste écouté. Puis je l'ai sauvegardé. Je l'ai mis sous clé. Je l'ai gardé près de moi. Pas pour me venger, mais comme preuve que je n'avais pas imaginé. Que le monde avait vraiment basculé pour aucune autre raison que le mensonge d'une femme jalouse. C'est étrange comme la guérison ne ressemble pas à ce qu'on imagine. Je ne me suis pas tenu sur une montagne pour hurler dans le vent. Je n'ai pas frappé les murs ni écrit de lettres de colère. J'ai simplement continué à construire, un site, un système, un succès tranquille à la fois. J'ai embauché 2 locaux pour m'aider avec le surplus de travail. Je les ai bien payés, je leur ai donné des horaires flexibles. Quand les gens me demandaient ce qui me motivait, je disais, je sais ce que ça fait de se faire arracher sa vie. Alors, j'essaie d'en construire une que personne ne peut prendre. C'était la seule vérité que je leur ai jamais dite. Parfois, j'entendais la voix d'un étranger qui ressemblait à celle de Tess. Ou j'entendais le nom d'Alina et je me figeais une seconde, mais la ville avançait et moi aussi. Chaque fil que je réparais. Chaque bateau que j'aidais à numériser. Chaque identifiant de connexion cassé que je restaurais, c'était un morceau de moi qui revenait. Pas l'ancien moi, un nouvel homme. Un homme qui n'avait rien à prouver à personne d'autre qu'à lui-même. Un homme nommé Miles. Et cette fois, la seule chose à laquelle je répondais était mon propre reflet. Je me souviens du son avant tout le reste. Ce n'était pas un coup normal. C'était frénétique, désespéré, comme quelqu'un qui martèle un mur de ses poings après avoir réalisé que la porte pourrait être le seul moyen d'échapper à la noyade. Mes mains se sont figées sur le clavier. J'étais en plein email à un client à Zurich, négociant les conditions finales d'une mise à niveau de système à long terme. Le curseur clignotait, attendant mes pensées, mais je m'étais déjà levé. J'ai regardé par la fenêtre. La pluie tombait à verse. Épaisse, sauvage, cinglant de côté dans le genre de tempête qui transforme les rues en rivières. Le vent hurlait comme s'il pleurait quelque chose. Le tonnerre a craqué au-dessus de ma tête alors que je me dirigeais prudemment vers la porte d'entrée. 3 autres coups. Une voix, étouffée mais familière. Ma main s'est arrêtée sur la poignée de porte, puis je l'ai entendue. Le nom que je n'avais pas entendu depuis plus de 3 ans. Adrien, s'il te plaît. La voix s'est brisée sur la 2e syllabe, un doux effritement sous la pression. Elle ne sonnait plus comme avant. Elle était fatiguée, rauque, mais toujours indubitablement la sienne. Tessa. J'ai ouvert la porte lentement, non pas parce que j'étais incertain, mais parce que je ne savais pas ce qui se tiendrait de l'autre côté. J'avais imaginé ce moment, à vrai dire. Pas souvent, mais assez pour reconnaître à quel point ma guérison dépendait encore du fantôme d'elle marchant à travers mon passé. Elle se tenait là, trempée, les cheveux plaqués sur le visage, les yeux écarquillés par un mélange de culpabilité et de chagrin. Ses bras étaient enroulés autour d'elle-même comme si elle se maintenait de l'intérieur. « S'il te plaît, je sais que tu es là », murmura-t-elle, la voix tremblante. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas bougé. Nous sommes restés là, à nous regarder, tandis que la tempête faisait rage autour de nous. J'ai pensé à quel point elle avait l'air petite, comment autrefois je me serais précipité pour la faire entrer, lui sécher les cheveux, l'envelopper dans une couverture. Mais cet homme,
celui qui la protégeait de tout, n'était pas à la maison. Elle a tendu la main, a touché le cadre de la porte comme si cela pouvait l'ancrer. « Je te cherche », a-t-elle dit. Depuis des années. J'ai haussé un sourcil, non pas parce que j'étais surpris, mais parce que je ne faisais confiance à rien qui commençait par cette phrase. Je me suis écarté. Elle a hésité, puis est entrée comme quelqu'un qui revient dans une maison qui portait autrefois son nom, mais qui ne se souvient plus de son odeur. La pièce était chaude, propre, minimaliste. Je vivais simplement maintenant. Un canapé, un bureau, quelques photos encadrées de levers de soleil que j'avais prises pendant mes courses. Rien qui ne me liait à personne d'autre qu'à moi-même. Elle se tenait maladroitement au milieu de la pièce, laissant couler l'eau de pluie sur le plancher en bois. « Comment m'as-tu trouvé ?» ai-je demandé platement. Elle a détourné le regard. Ça a pris du temps. Beaucoup d'impasses. J'ai dû engager quelqu'un. Quand j'ai découvert la vérité, il le fallait. Je devais essayer. Je l'ai observé attentivement. La vérité, ai-je répété, testant le poids de ses mots. Elle a hoché la tête, les larmes commençant à se former, mais refusant toujours de tomber. Je ne suis pas venu pour me disputer. J'avais juste besoin que tu me voies. J'avais besoin d'expliquer. Je me suis dirigé vers mon bureau, j'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti une petite clé USB, la même que je portais comme un badge secret de survie. La preuve que je n'avais jamais utilisée. Le fichier que je n'avais jamais eu besoin de montrer à personne jusqu'à présent. Je sais déjà tout, ai-je dit doucement, en lui tendant la clé. Elle l'a fixée comme si elle pouvait la brûler. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, même si je pense qu'une partie d'elle le savait déjà. « Prends-la. Va l'écouter. Si tu veux toujours parler après ça, reviens demain. » Elle n'a pas bougé au début, n'a pas scié. Puis elle l'a prise avec des doigts tremblants et a hoché la tête. Je suis retourné à mon bureau, je me suis assis, j'ai reporté mon attention sur l'écran et, comme ça, elle était partie. J'ai écouté la porte se fermer, le bruit de ses chaussures clapotant dans la pluie. Le vent pressant contre les fenêtres comme s'il voulait entrer aussi. Puis le silence. Pendant des heures, je suis resté assis dans ce silence. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. Je n'ai pas regardé l'horloge. J'ai juste regardé par la fenêtre alors que la tempête s'estompait en une douce bruine. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé sur le canapé, fixant le plafond, pensant à toutes les vies que j'avais vécues dans les années qui ont suivi cette gifle. Depuis que ses frères m'avaient battu à 100, depuis que son silence était devenu plus fort que le mensonge lui-même. Qu'est-ce qu'elle s'attendait à trouver ici? Un homme qui attendait? Un cœur qui était resté tendre? Une âme qui avait encore un paillasson de bienvenue? Je ne savais pas. Mais je savais une chose. Je n'étais plus son mari. Ni légalement, ni émotionnellement, ni spirituellement. Le lendemain matin est arrivé enveloppé de brouillard, épais et pâle, comme si la ville elle-même voulait me cacher du jour à venir. Je ne suis pas sorti. Je n'ai pas vérifié mes emails. Je me suis assis près de la fenêtre avec une tasse de café noir, n'attendant rien et espérant moins, jusqu'à ce que je la voie. Elle n'a pas frappé cette fois. Elle était assise sur le banc du porche, la tête baissée, les mains jointes sur ses genoux comme un enfant attendant une punition. Elle a levé les yeux quand elle m'a vu. Son visage était différent. Quelque chose avait changé. Les larmes avaient disparu, mais la combativité aussi. Seule la douleur restait. Je suis sorti. Elle s'est levée. Je l'ai écoutée, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Elle a dégluti difficilement. Je t'ai détruit. Je n'ai rien dit. Adrien, je ne savais pas. Je n'ai pas demandé. J'ai juste cru, j'ai levé la main. Tu n'as pas à le dire. Elle a scié rapidement, comme si son corps essayait de retenir le flot qu'elle n'avait pas mérité le droit de libérer. Est-ce que tu me détestes? demanda-t-elle, la voix se brisant. J'ai regardé la mer. Les vagues étaient calmes maintenant. Non, ai-je dit. La haine demande de l'énergie. Je n'ai plus rien à te donner. Elle s'est effondrée à genoux. Je n'ai pas tendu la main, je n'ai pas bougé. Je suis juste passé devant elle. J'avais une réunion avec un client dans 20 minutes. L'un des plus gros contrats que j'avais jamais décroché, parce que la vie avait continué. Et moi aussi.
Elle est revenue le lendemain. Cette fois, elle n'a pas frappé. Elle s'est juste tenue de l'autre côté de la route, observant la façade de mon atelier comme si elle essayait de rassembler le courage d'entrer. Je l'ai vue à travers les stores pendant que je mettais à jour un correctif de cybersécurité pour la base de données d'un client. J'ai continué à taper, à travailler, parce que sa présence ne me troublait plus. Elle ne remuait rien. Ni rage, ni désir, juste de la curiosité, comme regarder une tempête passer sur une montagne que j'avais déjà gravie. Quand elle est enfin entrée, la cloche au-dessus de la porte a doucement tinté. « Tu es occupé ?» a-t-elle dit. « Je suis toujours occupé » ai-je répondu, sans lever les yeux. Elle s'est avancée et a fermé la porte derrière elle. L'air sentait la brume océanique et le tissu imbibé de pluie. Elle portait toujours le même manteau que la veille, et sa voix était plus petite en quelque sorte, comme si les années d'absence avaient drainé sa confiance en même temps que la couleur de ses joues. « Je n'ai pas dormi » a-t-elle dit doucement. Je ne lui ai rien donné en retour, pas de mots, pas de sympathie, juste le bruit des doigts sur les touches et le subtil bourdonnement du radiateur du bureau. Elle s'est approchée du bord de mon bureau et a attendu que je lève les yeux. « Je dois dire quelque chose » a-t-elle dit. Je me suis penché en arrière et lui ai fait un simple signe de tête. Je ne savais pas qu'elle l'avait enregistré, a-t-elle murmuré, plus pour elle-même que pour moi. Alina, je n'aurais jamais pensé qu'elle l'admettrait. Mais elle l'a fait, ai-je dit. Oui, répondit Tessa, le mot s'étranglant dans sa gorge. Je le savais il y a 2 ans, lui ai-je dit calmement. Cela l'a fait scier. Quoi? Je savais il y a 2 ans pour le mensonge, pour l'enregistrement, pour tout. Elle a reculé d'un pas, comme si je l'avais giflée avec le silence même qu'elle avait autrefois utilisé comme une arme contre moi. Mais tu n'as jamais rien dit. Non, ai-je dit. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi, demanda-t-elle, sincèrement stupéfaite. Parce que la vérité n'aurait pas changé ce que tu as fait, ai-je répondu. Elle n'aurait pas annulé la gifle. Elle n'aurait pas effacé tes frères me traînant sur la pelouse comme un criminel. Elle n'aurait pas réparé les semaines que j'ai passées à me cacher d'un monde qui m'a craché dessus pour quelque chose que je n'avais pas fait. Alors? Je suis resté silencieux. Je voulais voir ce qui comptait le plus pour toi, mon silence ou ta culpabilité. Elle a couvert sa bouche comme si elle allait être malade. J'aurais pu venir plus tôt si j'avais su. Mais tu ne voulais pas savoir, ai-je coupé. C'est la partie que tu continues d'omettre. Tu n'as pas demandé. Tu n'as pas douté. Tu n'as même pas tressailli. Tu l'as choisi plutôt que moi avant que je puisse parler. Elle s'est assise sur la chaise en face de moi, les épaules voûtées, le visage pâle. Elle a pleuré, Adrien, a-t-elle dit. Alina a pleuré. Et elle a dit que tu la regardais avec haine. Que tu l'avais coincée. Qu'elle ne savait pas comment dire non. J'ai plissé les yeux. Et c'était suffisant pour que tu décides que je méritais d'être ruiné. J'avais peur, a-t-elle brusquement rétorqué. Je ne savais pas quoi croire. Et la façon dont elle l'a dit, elle avait l'air si brisée. Moi aussi, ai-je dit froidement. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ses yeux brillaient, mais aucune larme ne coulait. Tu n'es pas revenu pour la vérité, ai-je dit. Tu es revenu parce que tu as tout perdu d'autre. Elle a tressailli à cela. Ça a touché. Je me suis penché en avant, ma voix égale. Je sais pour ton divorce. Je sais que ta famille s'est retournée contre toi. Je sais que ta mère a appelé ça un vieux scandale et t'a dit de passer à autre chose. Je sais que Jared a été exposé pour cette histoire à l'école et que l'entreprise de Marco a fait faillite. Je le sais parce que je suis resté silencieux. Et pendant que je restais silencieux, la vérité a eu le temps de prendre de l'ampleur par elle-même. Sa bouche tremblait, mais elle n'a rien dit. Tu n'es pas revenu par regret, ai-je continué. Tu es revenu parce que tu avais besoin de quelque chose pour te sentir à nouveau pur. Non, a-t-elle dit doucement. Ce n'est pas vrai. Si, ai-je dit. Et ce n'est pas grave. Je ne suis pas en colère à ce sujet. Je ne te donne simplement pas ce que tu es venu chercher. Elle avait l'air confuse. Que penses-tu que je sois venu chercher? La rédemption, ai-je dit. La conclusion. Peut-être même le pardon. J'ai fait une pause, laissant le silence s'épaissir entre nous. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que je t'ai pardonné il y a longtemps.
Pas pour toi, pour moi. Je devais le faire. Sinon, je n'aurais pas survécu. Mais le pardon ne signifie pas la réunion. Il ne signifie pas le bienvenu. Il signifie juste que j'ai arrêté de porter tes actions comme si elles étaient les miennes. Les épaules de Tessa tremblaient alors qu'elle couvrait son visage de ses mains. Pendant un moment, elle est restée assise là et s'est laissée briser devant moi. Pas de mascara, pas de foule, pas de performance, juste une femme ensevelie sous les décombres de ses propres décisions. Quand elle m'a finalement regardé à nouveau, sa voix était plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Penses-tu que nous pourrions jamais réparer ça? J'ai incliné la tête, pas en colère, juste honnête. Non, ai-je dit. Elle a hoché la tête lentement. Je comprends, a-t-elle murmuré. Je le mérite. Personne ne mérite qu'on mente sur lui comme je l'ai été, ai-je dit. Mais les gens font des erreurs. Le problème, c'est que tu as fait la tienne et que tu m'as laissé payer pour ça, seul. Nous sommes restés assis là 1 minute de plus. Plus de mots, juste le souffle et l'espace et toutes les choses invisibles qui avaient vécu entre nous pendant trop longtemps. Elle s'est finalement levée, a redressé son manteau. Je vais y aller maintenant, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Prends soin de toi. Elle a ouvert la porte et a jeté un dernier regard en arrière. J'espère que tu trouveras le bonheur, a-t-elle dit. Je l'ai déjà trouvé, ai-je répondu. Et je le pensais. Elle est partie. Pas de supplication, pas de promesses supplémentaires, pas d'histoire tordue, juste la vérité et le silence. Et l'homme qui avait survécu aux deux. Je ne sais pas combien de temps elle est restée sur mon porche le lendemain, mais quand je suis finalement sorti, elle était déjà assise sur le banc, le dos droit, les mains jointes sur ses genoux comme un enfant attendant le jugement. Elle ne m'a pas regardé au début, gardant juste les yeux sur le chemin de gravier menant de mes marches à la route. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte, l'air du matin encore frais de la brume de la nuit. Les oiseaux chantaient au-dessus de nos têtes. La ville commençait à peine à s'animer. Des joggeurs matinaux, quelques dockers se saluant à travers l'eau. Mais tout ce que j'entendais, c'était le silence entre nous. Ce vieux silence familier qui signifiait autrefois le confort et qui maintenant s'étirait, tendu comme un fil entre deux falaises. Elle a finalement levé les yeux et il manquait quelque chose dans son regard. La fierté, peut-être. L'espoir. Peut-être la dernière pièce de l'histoire qu'elle avait essayé de maintenir dans son esprit. Je l'ai écoutée, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. J'ai écouté sa voix encore et encore. Ça ne lui ressemblait pas, et c'est ce qui m'a le plus effrayé. Sa voix s'est brisée, mais elle n'a pas pleuré. Pas cette fois. Ce n'était pas la version d'Alina que je connaissais. Ou peut-être que c'était la seule vraie version et que je n'ai jamais voulu la voir. Je suis monté sur le porche mais je ne me suis pas assis. Je ne lui devais pas de réconfort. Je me devais juste à moi-même de tourner la page. Elle riait, a dit Tessa doucement, fixant le plancher en bois sous ses pieds. Elle riait, comme si elle avait réussi le tour le plus malin du monde. J'ai hoché la tête lentement, parce que pour elle, c'est ce que c'était. Elle m'a finalement regardé alors, et son visage, mon Dieu, son visage, il portait des années de déni, d'avoir avalé un mensonge si profondément qu'il était devenu une partie d'elle. Et maintenant que ce mensonge était parti, chirurgicalement enlevé par la vérité, il ne restait plus que du tissu cicatriciel. Elle a dit qu'elle l'a fait parce que tu la regardais comme si elle n'était rien. Elle était en colère que je n'ai jamais voulu de son attention, ai-je dit simplement. Elle a pris une décence de base pour un rejet. Elle voulait me punir de ne pas être ce dont elle avait besoin pour se sentir spéciale. Tessa a fermé les yeux. Elle me détestait aussi, tu sais, a-t-elle dit. Je crois que c'est ce que je ne voulais pas croire. Que ce n'était pas juste à propos de toi. C'était à propos de nous deux, de ce que nous avions, de ce que nous représentions pour elle. Possiblement, ai-je dit, mais ça ne change rien à ce qu'elle a fait, ou à ce que tu as fait après. Elle a tressailli, et j'ai vu sa poitrine se soulever alors qu'elle prenait une lente respiration. Je n'arrête pas de me demander, a-t-elle murmuré. Si elle n'avait jamais avoué, si cet enregistrement n'avait jamais existé, l'aurais-je jamais vu? Aurais-je continué à vivre avec la version de toi dans ma tête qu'elle a peinte? Celle que j'ai aidé à rendre réelle? C'était la question, n'est-ce pas? Et je pouvais dire, à la façon dont elle l'a dit, qu'elle connaissait déjà la réponse. Tu es revenu parce que l'illusion s'est effondrée, ai-je dit.
Pas parce que tu cherchais la vérité. Tu n'avais juste plus rien à quoi te raccrocher. Elle n'a pas discuté. Je me souviens, a-t-elle dit, sa voix un peu plus forte maintenant. Le jour où tout est arrivé. Je le rejoue sans cesse dans ma tête. Tu tenais du café. Tu avais l'air calme, confus, mais je n'ai pas vu ça à ce moment-là. J'ai juste vu un problème que je devais résoudre. Et tu étais le problème. J'ai regardé vers le quai. L'eau scintillait sous le soleil levant. Il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas à propos de la trahison, ai-je dit lentement. Ce n'est pas seulement le mensonge. Ce n'est même pas la gifle. C'est la vitesse. La rapidité avec laquelle quelqu'un décide que vous êtes coupable. La vitesse à laquelle ils jettent tout ce que vous avez jamais été pour eux. C'est ça qui vous brise. Elle a hoché la tête, des larmes coulant silencieusement sur ses joues maintenant. Elle ne les a pas essuyées. Je t'ai ruiné, a-t-elle répété, à peine audible. Je ne l'ai pas corrigé. Je ne l'ai pas apaisé. Parce que parfois, les gens ont besoin de s'asseoir dans le désordre qu'ils ont créé. Je me suis dit pendant si longtemps que ce n'était peut-être pas aussi grave que ça en avait l'air, a-t-elle poursuivi. Que c'était peut-être juste une erreur. Mais entendre sa voix, moqueuse, si fière de ce qu'elle a fait, ça a brisé tout ce que j'avais construit pour me protéger. Elle s'est levée maintenant, lentement, comme si le poids de sa confession pesait sur chaque articulation. Je ne suis pas là pour réparer quoi que ce soit, a-t-elle dit. Je sais que ce n'est pas possible. Je ne suis pas là pour ton pardon non plus. Je ne le mérite pas. J'avais juste besoin de te regarder dans les yeux après avoir entendu cet enregistrement, parce que j'avais besoin que tu vois que je sais maintenant. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Et ce que j'ai vu n'était pas la femme que j'aimais autrefois. Pas la femme qui riait de ma mauvaise cuisine ou qui glissait ses pieds froids sous mes jambes la nuit. Cette femme est morte le même jour que le mensonge est né. Cette femme était une étrangère qui avait traversé le feu qu'elle avait elle-même allumé, et elle en était sortie brûlée, mais peut-être enfin honnête. Il n'y a plus rien à reconstruire, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Je sais. Elle a descendu les marches du porche et s'est retournée une dernière fois. Pour ce que ça vaut, j'espère que la vie que tu as construite maintenant t'apporte la paix. Parce que tu le mérites, Adrien. J'ai laissé son nom flotter dans l'air un moment avant de répondre. C'est le cas, ai-je dit simplement. Et puis je suis rentré et j'ai fermé la porte derrière moi. Pas avec colère, pas avec amertume, juste finalement. Il n'y aurait pas d'amour ravivé, pas d'excuses dramatiques, pas d'étreinte sous la pluie. Ce que la cassette a révélé n'était pas seulement le mensonge d'Alina. Elle a révélé ce qui avait toujours été là entre nous. Le doute, la distance, le genre d'amour qui s'effondre au premier coup parce qu'il n'a jamais été assez fort pour survivre à l'honnêteté. Et moi j'y avais survécu sans elle, sans eux tous. Parce que parfois, la seule façon de récupérer son nom est d'arrêter de demander aux autres de l'épeler correctement. Je pensais qu'après la cassette, après la confrontation finale, ce serait la dernière fois que je la verrais. J'imaginais qu'elle retournerait aux débris de son ancienne vie, disparaîtrait dans le désordre qu'elle avait aidé à créer, et que ce serait tout. Mais Tessa n'est pas partie. Elle est restée, pas chez moi, pas même dans ma rue, mais dans la ville. Elle a loué une petite chambre. D'abord à l'aubergiste, qui l'a aidé à s'installer. Puis à Clara de la remise à filet, qui l'a vu acheter des provisions avec des mains tremblantes. Je ne suis pas allé la chercher. Je n'ai pas demandé pourquoi elle restait. Je n'en avais pas envie, mais j'ai remarqué. Elle ne se promenait pas la tête haute. Il n'y avait pas d'arrogance, juste de la quiétude. Comme quelqu'un qui essaie de ne pas perturber l'air. Elle a fait du bénévolat à la clinique de la ville, a aidé à nettoyer la plage après les tempêtes, a commencé à donner des cours de soutien aux enfants après l'école. J'observais de loin, non pas parce que j'étais curieux de son arc de rédemption, mais parce qu'une partie de moi essayait de comprendre pourquoi je n'étais plus en colère. Elle n'a pas demandé à être près de moi. Elle n'a plus frappé. Elle est juste apparue dans le monde que j'avais construit. Prudemment, silencieusement, comme si elle savait qu'elle marchait sur quelque chose de fragile et de sacré qui ne lui appartenait pas. Au début, les locaux ne savaient pas qui elle était pour moi, et elle ne leur a pas dit. Mais les petites villes ont la mémoire longue et les chuchotements encore plus longs. Quelques personnes ont fait le lien. Quelques-unes sont venues me voir en privé, demandant « Ça va avec ça ?» J'ai toujours donné la même réponse. Ce n'est pas à moi de la chasser.
Elle est juste là. Ils ont hoché la tête. Et c'était tout. Un après-midi, je l'ai vue au marché des fermiers. Elle tenait un sac de pommes, riant doucement avec l'une des femmes plus âgées qui vendait du miel. Le soleil a éclairé ses cheveux, et pendant une seconde, le souvenir de qui elle était autrefois a vacillé dans mon esprit. Puis c'est passé. Elle m'a vu et au lieu de faire un signe de la main ou de sourire, elle a juste hoché la tête. J'ai hoché la tête en retour. C'était le nouveau langage entre nous. Pas de mots, pas de blessures ouvertes, juste une reconnaissance. Comme deux voyageurs qui ont un jour partagé un chemin mais qui se déplacent maintenant dans des directions opposées. Les semaines ont passé, puis les mois. Elle est devenue une partie de la ville de la même manière que moi, en le méritant. Ne demandant rien, juste faisant le travail. Les gens posaient moins de questions sur elle et plus sur mon entreprise à nouveau. Les clients ont augmenté. J'ai embauché un 3e développeur, acheté un meilleur équipement. J'ai même commencé à donner des conférences au collège local sur l'identité numérique et la résilience en ligne. Je n'ai jamais parlé de mon passé, mais chaque mot que je partageais en venait. Et pourtant, dans le calme de mes soirées, je ne pouvais pas me défaire de l'angoisse d'une question. Serait-elle venue si Alina n'avait jamais avoué? La réponse restait toujours comme une pierre dans mon estomac. Non, elle ne l'aurait pas fait. Son retour n'était pas né de la foi. Il était né des retombées. Et le pardon, comme les gens aiment à le prêcher, ne répare pas ça. Je pouvais lui pardonner d'être humaine, d'être crédule, d'avoir fait un choix sous pression. Mais je ne pouvais pas oublier que lorsque tout s'est effondré, elle m'a laissé tomber le premier. Elle a choisi de croire un mensonge plutôt que l'homme qui la tenait pendant ses pires nuits. L'homme qui s'occupait de sa mère quand elle s'est cassé la hanche. L'homme qui traçait des cartes sur son dos avec ses doigts et planifiait des rêves les yeux fermés. Je ne la détestais plus, mais je ne lui faisais plus confiance non plus. Et la confiance, c'était la chose que le pardon ne pouvait pas reconstruire. Un soir, alors que le soleil plongeait bas derrière le phare, elle s'est approchée de moi alors que je fermais l'atelier. Le ciel était d'un violet meurtri, les vagues léchant doucement le quai. « Ça te dérange ?» demanda-t-elle, désignant le banc en bois près des escaliers. J'ai haussé les épaules. C'est un banc public. Elle s'est assise à côté de moi, pas trop près. Je n'essaie pas de te reconquérir, a-t-elle dit doucement. Je sais, ai-je répondu. Je voulais juste te dire merci. Cela m'a pris par surprise. Pourquoi? Pour n'avoir dit à personne qui j'étais. Pour m'avoir laissé exister ici sans traîner ton histoire derrière moi comme des chaînes. Je l'ai regardée et pour la première fois, j'ai vu la différence entre des excuses et la responsabilité. Elle n'était pas là pour être pardonnée. Elle était là pour porter le poids qu'elle aurait dû porter il y a longtemps. Je n'ai pas gardé le silence pour toi, ai-je dit. Je l'ai fait parce que j'avais besoin de paix. Et raconter les pires parties de ma vie à des étrangers n'apporte pas ça. Elle a hoché la tête. Je ne t'ai jamais demandé ce jour-là quand je t'ai giflé quand tout a commencé. Elle a hésité, cherchant ses mots. Que allais-tu dire? Avant que tout ne parte de travers. J'ai regardé l'eau. J'allais demander de quoi diable elle parlait, ai-je dit. Parce que c'était tellement sorti de nulle part, je pensais que ça devait être une blague. J'étais stupéfait. C'est tout. Je n'ai même pas eu la chance de me défendre. Tessa a détourné le regard, honteuse. Et au lieu de me poser une seule question, ai-je continué, tu m'as frappé. Tu les as laissés me traîner dehors. Tu as laissé faire. Je sais, a-t-elle murmuré. Et tu dois vivre avec ça, ai-je dit. Non pas parce que je veux que tu souffres, mais parce que c'est la conséquence. C'est l'écho des choix qu'on ne peut pas défaire. Je vis avec, a-t-elle dit. Chaque jour. Nous sommes restés assis en silence à nouveau. Et puis, alors que le ciel s'assombrissait, elle s'est levée. Ce sera la dernière fois que je te parle directement, a-t-elle dit. J'avais besoin de dire ces choses, mais je respecterai l'espace que tu as créé. Je n'interférerai pas, j'ai hoché la tête et alors qu'elle se tournait pour partir, j'ai dit une dernière chose. Tu fais du bon travail à la clinique. Elle s'est arrêtée, s'est légèrement tournée et a souri. Merci. Puis elle s'est éloignée dans la brume du soir et n'a pas regardé en arrière. Et je suis resté assis sur le banc, écoutant le vent, la marée, le craquement du quai. J'ai pensé à tout ce que nous avions traversé, les mensonges, la chute,
le retour. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. La conclusion ne vient pas avec de grandes excuses ou des fins bien ficelées. Elle vient en morceaux, dans des hochements de tête à travers les marchés, dans un silence partagé, dans une distance maintenue non pas par colère, mais par sagesse. Le pardon peut éclaircir l'air, mais il ne reconstruit pas les ponts. Et parfois, la paix, c'est juste de savoir qu'on n'a plus à essayer. Je n'ai jamais voulu me venger. Pas vraiment. C'est un mot désordonné, gonflé d'amertume, dégoulinant d'une énergie que je n'avais plus à donner. Je ne voulais détruire personne. Je ne voulais pas les faire souffrir comme j'avais souffert. Je voulais juste que la vérité vive. Alors, je les laissais faire. Ça a commencé un mardi après-midi tranquille. Le brouillard s'était installé, épais, sur les quais, avalant l'horizon dans un silence gris et doux. J'étais à mon bureau, sirotant un café tiède, parcourant un forum sur la cybersécurité des petites entreprises, quand j'ai vu une histoire tendance sur l'un des forums de discussion. Une fausse accusation ruine la vie d'un homme jusqu'à ce que la vérité fasse surface. J'ai cliqué par habitude. Mais ce que j'ai vu n'était pas une coïncidence. C'était mon histoire, publiée anonymement. Pas de nom, pas de photo, juste des détails, effroyablement précis, sur un homme accusé par sa belle-sœur de l'avoir mise enceinte, trahi par sa femme et sa famille, battu, renvoyé, ostracisé, pour ensuite disparaître, recommencer, et découvrir plus tard que toute l'accusation était un mensonge. Et en pièce jointe, un fichier audio, la voix d'Alina, sa confession suffisante. Je leur ai dit qu'il l'avait fait parce que je détestais à quel point il le trouvait parfait. Il me regardait comme si j'étais rien, alors j'ai fait de lui rien. Mot pour mot. Le même fichier que j'avais gardé précieusement pendant plus de 2 ans. Je ne l'avais pas mis en ligne, mais je savais qui l'avait fait. Tessa. Elle a dû le copier après que je lui ai donné l'original. C'était peut-être sa version de remettre les choses en ordre. Ou peut-être qu'elle ne pouvait plus porter le poids seule. Quoi qu'il en soit, Internet le détenait maintenant, et il n'y avait aucun moyen de le remettre dans sa boîte. En quelques heures, l'histoire s'est propagée. Des blogs l'ont reprise. Des forums l'ont disséquée. Les gens débattaient dans les commentaires pour savoir si c'était vrai ou faux. Mais ça n'avait pas d'importance. La voix était réelle. La confession était réelle. Et bientôt, les gens ont commencé à faire le lien. Ça n'a pas pris longtemps. Les chuchotements sont revenus, mais cette fois, pas autour de moi. Cette fois, ils se sont enroulés autour des gens qui m'avaient autrefois enterré. Le travail d'Alina dans une agence de relations publiques de taille moyenne, terminé. Leur PDG a publié une déclaration publique, nous ne tolérons aucun comportement qui porte atteinte à la dignité d'autrui. Elle a disparu des réseaux sociaux en une semaine. Jared, le frère de Tessa et ancien entraîneur de football au lycée, a démissionné après qu'une plainte anonyme a fait référence à une implication passée dans des violences physiques basées sur des accusations non prouvées. Quelqu'un a fait fuiter la vidéo de lui me traînant dehors par le col. Elle a refait surface comme une malédiction. Leur mère, Héloïse, siégeait au conseil d'administration d'une association caritative locale qui soutenait les refuges pour femmes. Quand le conseil a appris ces commentaires publics, certains hommes sont des loups déguisés en membres de la famille, fait avant toute enquête, on lui a demandé de démissionner. Ils n'ont jamais vu un tribunal, mais ils ont fait face à un jugement bien pire. Le tribunal de la vérité publique, sans avocat, sans marteau, juste le reflet dans le miroir d'un monde qui avait avancé sans eux et ne les voulait plus. Et moi, je suis resté silencieux. Je n'ai pas confirmé, je n'ai pas nié. Je n'ai pas jubilé ni jeté de l'huile sur le feu. J'ai juste continué à vivre, à travailler, à construire la vie qu'ils pensaient pouvoir ruiner. Les gens en ville ont commencé à m'aborder différemment, non pas par pitié, mais avec respect. J'ai lu quelque chose en ligne, a dit un homme à la marina. Ça ne mentionnait pas de nom, mais si ce ne serait ce qu'à moitié vrai, je suis désolé pour ce que vous avez traversé. J'ai hoché la tête. C'était tout ce dont j'avais besoin. Une autre femme au café a posé un croissant et un café sur ma table et a dit, c'est la maison qui offre. La vie n'a pas radicalement changé, mais elle semblait plus légère, comme si je marchais avec le vent dans le dos au lieu de contre lui. Tessa ne m'a pas parlé pendant cette période, mais je l'ai vue. Elle gardait la tête basse, continuait de travailler à la clinique, continuait de vivre tranquillement. Je ne pouvais qu'imaginer ce que ça lui faisait de voir sa famille s'effondrer sous le poids de la vérité qu'ils avaient autrefois ignorée. Elle avait allumé le feu,
mais elle ne s'était pas enfuie. Elle se tenait dans les cendres, laissait la fumée lui piquer les yeux, et ne demandait pas de sympathie. D'une petite manière silencieuse, je respectais ça. Un matin, j'ai reçu une lettre par la poste. Pas d'adresse de retour, pas d'écriture manuscrite, juste des mots tapés sur du papier blanc propre. Tu n'étais pas obligé de le faire de cette façon, mais tu l'as fait. Tu as laissé la vérité respirer au lieu d'en faire une arme. Je ne mérite pas ta gentillesse. Mais merci de ne pas nous avoir détruits alors que tu en avais tout à fait le droit. Je le vois maintenant. J'ai plié le papier et l'ai placé dans un tiroir avec les autres. Non pas parce que j'avais besoin de le relire, mais parce que je voulais me souvenir que parfois la justice ne vient pas avec le feu. Parfois, elle vient avec une vérité silencieuse et indéniable. Et parfois, c'est suffisant. Les gens pensent souvent que la justice est bruyante. Qu'elle a besoin d'une scène, d'un verdict, d'un public debout. Mais ce que j'ai appris au cours de ces semaines, c'est ceci, la justice peut être un murmure, une publication en ligne, un enregistrement libéré, un simple hochement de tête de quelqu'un qui a autrefois douté de vous. La justice ne punit pas toujours. Parfois, elle révèle simplement. Et une fois révélée, les gens ne peuvent plus détourner le regard. Ils doivent vivre avec ce qu'ils voient. C'est ce qui est arrivé à Alina, à Héloïse, à Jared. Ils n'ont pas été emprisonnés. Ils n'ont pas été condamnés à une amende. Mais le monde les a vus. La vérité les a vus. Et plus important encore, ils se sont vus eux-mêmes. Un soir, juste avant la fermeture, un adolescent est entré dans mon atelier. Il avait l'air d'avoir environ 17 ans, nerveux, se balançant sur ses pieds. « C'est vous le gars qui a construit le blog de la vérité ?» demanda-t-il. J'ai froncé les sourcils. Quoi? Il a bégayé. Cette histoire en ligne sur le mensonge et comment le gars a disparu mais est revenu plus fort. C'est vous, non? Je n'ai pas répondu, mais je n'en ai pas eu besoin. Il a hoché la tête lentement. Je voulais juste dire que cette histoire m'a beaucoup aidé. J'ai failli abandonner cette année. Les gens pensaient que j'avais fait quelque chose que je n'avais pas fait. J'ai commencé à le croire aussi. Il a sorti quelque chose de son sac à dos, un carnet de croquis. Mon professeur m'a dit de dessiner quelque chose qui me faisait me sentir à nouveau fort. J'ai dessiné ça. Il m'a montré une page. Un homme sans visage debout dans une tempête, la foudre derrière lui, les pieds fermement plantés. La légende disait, la vérité ne scie pas. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis je me suis levé, je lui ai serré la main et j'ai dit, accroche-toi à cette force. Ne les laisse pas te réécrire. Il est parti avec un sourire et je me suis assis derrière mon bureau, un calme étrangement envahissant. C'est là que j'ai compris pourquoi je n'avais jamais posté l'enregistrement moi-même. Pourquoi j'avais attendu, pourquoi j'avais reconstruit d'abord. Parce que la justice ne consiste pas seulement à ce qu'ils sachent ce qu'ils ont fait. Il s'agit de savoir qui vous êtes, peu importe ce qu'ils ont dit. Il y a deux types de personnes dans ce monde. Celles qui sont façonnées par ce qui leur arrive, et celles qui choisissent qui elles deviennent après. Je pensais faire partie des premières. À l'époque, je vivais ma vie en essayant d'être bon, fiable, utile. Je pensais que si j'aimais assez fort, si je donnais assez, si je pardonnais assez vite, les gens autour de moi me verraient. Ils me soutiendraient. Mais quand la tempête est arrivée, ils n'ont pas tenu bon. Ils ont lâché prise. Et je suis tombé. Mais ce qu'il y a avec la chute, c'est que parfois on atterrit sur quelque chose de solide, soi-même. De nos jours, je me lève toujours tôt. Non pas parce que je suis encore hanté, mais parce que j'aime le calme avant que la ville ne s'éveille. Je prépare mon café lentement, je regarde le brouillard matinal rouler sur le port. Je ne consulte pas mon téléphone tout de suite. Je ne parcours pas les titres ni ne chasse les nouvelles. Je m'assois, je respire, et je me rappelle que la paix ne vient pas des gros titres. Elle vient de l'absence du besoin d'être vu. Je marche en ville la plupart des matins, non pas parce que je dois le faire, mais parce que je le peux. Les gens me saluent maintenant. Le genre de salutations qui viennent sans prudence, sans jugement. Ça a pris des années, mais je l'ai mérité. Non pas en prouvant mon innocence. Non pas en criant ma version de l'histoire, mais en vivant d'une manière qui a rendu le mensonge sans importance. Je passe parfois devant la clinique et je vois Tessa à travers la vitre.
Elle est généralement penchée sur un presse-papier ou s'occupe de l'un des enfants de la ville. Parfois, nos regards se croisent, et quand c'est le cas, nous hochons tous les deux la tête. Ni plus, ni moins. Elle a tenu sa promesse. Elle n'a plus jamais franchi la ligne. N'est jamais venue me parler. N'a jamais essayé d'en faire quelque chose que ce n'était pas. Et je la respectais plus pour ça que pour n'importe quelles excuses qu'elle aurait pu donner. Je sais que sa famille est maintenant dispersée. Alina a déménagé dans une autre ville, a changé son nom en ligne, a essayé de se réinventer, mais on ne peut pas fuir son reflet. Pas pour toujours. Jared enseigne à temps partiel quelque part, à ce que j'ai entendu. Héloïse passe la plupart de ses journées à voyager, peut-être pour trouver des endroits où personne ne reconnaît son visage. Et moi, je suis resté. J'ai construit. Je possède maintenant 3 bâtiments en ville. J'en ai loué un à un couple qui démarre un studio de podcast, un autre à un fournisseur de matériel marin. Mon entreprise technologique fonctionne presque entièrement en ligne de nos jours, avec des clients dans 6 pays, et elle continue de croître. Je ne me suis jamais beaucoup commercialisé. Je n'en avais pas besoin. Le travail parle, tout comme la vérité l'a fait. Mais voici la partie que personne ne vous enseigne lorsque votre vie est réduite en cendres. La guérison n'est pas bruyante. Elle ne vient pas avec des bannières, du tonnerre ou des applaudissements. La guérison est silencieuse, subtile. Elle se produit dans des moments ordinaires, siroter un thé en codant, choisir une nouvelle chaise pour le bureau, aider un étranger à monter des cartons dans les escaliers. Un après-midi, environ 1 an après que l'histoire a éclaté en ligne, une école locale m'a contacté. Ils organisaient un programme pour les jeunes sur l'éthique numérique et la résilience. Ils m'ont demandé si je voulais prendre la parole, non pas parce qu'ils connaissaient mon histoire, mais parce qu'ils avaient vu la vie que j'avais construite et pensaient que cela pourrait inspirer les enfants. J'ai dit oui. Quand je suis entré dans cette salle, une douzaine de jeunes visages se sont levés vers moi. Certains étaient impatients, d'autres s'ennuyaient, quelques-uns étaient simplement curieux. Je leur ai raconté mon parcours, édulcoré, bien sûr. Je n'ai pas parlé de trahison ni de diffamation. J'ai parlé de recommencer, de tout perdre et de choisir d'apprendre au lieu de s'effondrer. Un garçon a demandé, « Comment arrête-t-on d'être en colère contre les gens qui ont ruiné votre vie ?» J'ai souri. On n'arrête pas, ai-je dit. On arrête simplement de leur laisser payer un loyer dans sa tête. On arrête de porter leurs actions comme si elles faisaient partie de son identité. On dépasse leur pouvoir sur soi en construisant une vie si pleine qu'ils ne peuvent plus s'y faufiler. Il a hoché la tête comme s'il comprenait. Peut-être que oui. Peut-être qu'un jour ces mots compteront pour lui. Ce soir-là, je me tenais sur mon porche avec une tasse de cidre chaud et je regardais le ciel. Pas de nuages, juste des étoiles. Un millier de lumières silencieuses clignotant au-dessus de moi, indifférentes à tout ce qui se passait en dessous. J'ai pensé à l'homme que j'étais. Celui qui se tenait stupéfait dans sa cuisine, une tasse de café à la main, regardant sa vie s'effondrer à cause d'une phrase que quelqu'un d'autre avait inventée. Je ne le reconnaissais plus. Il était trop tendre, trop désireux de plaire, trop enclin à croire que l'amour était quelque chose de dû plutôt que quelque chose de mérité. Et maintenant je suis délibéré avec mon temps, avec ma confiance, avec mon silence. Tessa m'a demandé un jour, il y a des mois, avant de finalement lâcher prise complètement, penses-tu que nous pourrions jamais trouver un chemin de retour ? Je n'ai pas répondu alors. Je l'ai juste regardé. Mais si elle me le demandait maintenant, je dirais ceci, cet homme auquel tu étais marié, il est parti. Il est mort au moment où tu l'as giflé sans poser une seule question. L'homme qui se tient ici maintenant, il n'appartient plus à ton histoire. Il en a écrit une nouvelle. Les gens supposent que la survie est la fin. Mais la survie n'est que le commencement. Parce qu'une fois que vous réalisez que vous pouvez survivre à l'effacement, vous commencez à vous demander ce que vous pourriez devenir si vous arrêtiez d'essayer d'être acceptable et commenciez à être vrai. Vrai envers vous-même, envers votre propre voix, envers votre propre valeur. Je ne vis plus pour la validation. Je vis pour la version de moi que j'ai failli perdre. Celle qui a ramassé les morceaux dans le noir et a appris à les façonner en quelque chose de nouveau. Mon nom est Adrien Miles. J'ai été accusé, battu, effacé, abandonné. Mais je ne suis pas resté enterré. Je suis revenu, non pas pour prouver quelque chose, non pas pour chercher vengeance, mais pour choisir qui je voulais être sans la permission de personne d'autre. Et cette fois,
le seul nom auquel je réponds est le mien. Pleinement, fièrement, sans excuse.